Alors, bonjour à toutes et tous. Je me présente, je suis Sylvie Mselem, je suis chargée de mission à l'UNAFO. On est beaucoup dans cet atelier, donc je suis contente de vous voir pour de vrai. L'objet de l'atelier, c'est comment favoriser l'accès aux droits sociaux des résidents, comment éviter les ruptures de droits sociaux, et on va traiter ça avec Elias Bouanani et Nadège Robin, que je vais vous présenter plus précisément, qui sont à l'Observatoire sur les discriminations et les territoires interculturels à Grenoble, l'ODTI, on va en parler après. Donc là, cet atelier s'inscrit, vous le savez, dans la semaine du logement accompagné qui a débuté lundi, qui se termine cet après-midi. Ce temps-là, pour ceux qui ont suivi d'autres ateliers, il est un peu singulier parce que d'abord, on a un temps un petit peu plus long, pas 45 minutes, mais on pourra aller jusqu'à 1 heure et quart. Il n'y a pas vraiment d'intervention en tant que telle des juristes. On va procéder de la manière suivante. Dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement l'offre de services de l'UNAFO concernant l'accès aux droits sociaux, qui est fait en partenariat avec l'ODTI. Et ensuite, on répondra à vos questions. On les prendra plusieurs à la fois pour sonder vos préoccupations. Et si ça nécessite des éléments à vous envoyer par la suite, on le fera. Donc, dans un premier temps, pour ceux qui connaissent pas, ou au contraire qui connaissent, mais qui avaient peut-être pas vu l'articulation de l'ensemble des missions que l'UNAFO propose autour de l'accès aux droits sociaux des résidents, on a une offre de services qui s'articule sur plusieurs fonctions. La première, c'est les publications de l'UNAFO. Pauline va vous les montrer. Effectivement, en partenariat avec l'ODTI, je pense que vous l'avez déjà vu, c'est disponible sur le site internet de l'UNAFO. On a produit, réactualisé le guide du retraité étranger. Ensuite, un document, un cahier juridique sur la protection sociale des étrangers en France, États tiers et Union européenne. Donc, on va dire qu'on a une partie à l'UNAFO de production de connaissances en étroite partenariat avec l'ODTI sur les questions juridiques. Et puis, au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que produire des publications, c'était bien, mais que pour que vous puissiez, vous, les médiateurs, les intervenants sociaux, vous les approprier, il y avait nécessité d'organiser des journées accès aux droits qu'on a intitulées permettre ou favoriser l'accès aux droits sociaux des résidents de manière effective, parce qu'il y a ce qu'il est noté dans la loi et l'application, et le décalage est souvent très fort. Donc, ces journées accès aux droits sociaux, en général, on les limite à 20-25 personnes, et parce qu'on veut qu'elles soient pragmatiques, opérationnelles, on les a modifiées. Avant, on faisait une présentation un peu des publications. Maintenant, on part de vos préoccupations, de vos études de cas, et collectivement, on essaie de les résoudre ensemble. Et ensuite, les juristes apportent les connaissances et les outils pour vous y employer au quotidien. Le troisième élément qui s'est plus ou moins au fur et à mesure construit aussi dans le temps, c'est qu'on s'est rendu compte que de par vos missions, parce que vous êtes quand même des intervenants sociaux et pas des juristes, on avait produit des lettres types pour que vous puissiez gagner du temps, aussi pour vous sensibiliser aux démarches précontentieuses, c'est-à-dire que parfois vous pouvez recevoir une fin de non-droit d'une administration qui va vous dire monsieur Untel n'a pas le droit. Or, il y a une espèce d'interprétation extensive des textes. Donc, on a mis à la disponibilité sur le site internet de l'UNAFO des lettres types que vous pouvez utiliser pour renvoyer aux administrations en disant, attendez, là, il y a un refus d'obtention de la complémentaire santé pour dépassement du plafond des ressources. On ne comprend pas très bien, on conteste, donc on est dans une démarche précontentieuse. Avant que les questions jaillissent, je vous le dis, ça a été un choix de l'UNAFO de faire désormais en sorte que ces lettres types ne soient disponibles que pour les adhérents de l'UNAFO. Donc du coup, il faut un code particulier pour pouvoir y accéder. Et enfin, je voulais vous parler de ce qui va arriver prochainement. Donc, vous en informer, vous inviter à le lire et à en prendre connaissance quand il sera publié. Grâce à l'ODTI, il y a un prochain guide qui va être publié en début 2020. Le fond est pratiquement stabilisé. On est plutôt sur des petits détails et sur la mise en forme. Alors, vous verrez que par rapport à ce qu'on a déjà produit précédemment, il y a une évolution. On va dire qu'on
d'habitude, on tire le fil par rapport aux étrangers, plutôt États tiers d'ailleurs et Union européenne, et puis on élargit notre propos, parce que pour beaucoup, c'est les questions et les préoccupations qui y remontent. Cette fois-ci, on a un petit peu inversé la tendance, c'est-à-dire qu'on a un guide plus généraliste, mais qui attire l'attention quand même et toujours sur la thématique des étrangers, via pour aller plus loin, des zooms, des encadrés. Je peux pas vous le présenter, c'est un travail riche et dense de 100 pages. Mais pour que vous imaginiez de quoi il traite, je vais vous en dire les principales parties. Il y en a 5. Il va y avoir une partie sur les prestations liées à la santé. Donc, on va reprendre un peu la PUMA, la nouvelle complémentaire solidaire, l'AME, l'invalidité, etc. Donc, un premier bloc lié à la santé. Un deuxième lié aux prestations de soutien aux familles, les allocations familiales, les prestations familiales. La troisième partie, c'est bien sûr les droits et aides au logement, le DALO, les aides au logement. Une quatrième partie sur les prestations liées à l'emploi, primes d'activité, aides financières. La cinquième, ce sera sur les dispositifs de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le RSA, par exemple. Et enfin, les prestations liées au vieillissement des personnes. Alors, vous le savez, au début, d'ailleurs, c'est ce qui avait motivé cette publication, c'est qu'il devait avoir la fameuse loi sur la retraite. Donc, il y a un amendement qui a été déposé au Sénat qui va, à mon sens, pas dans le bon sens, mais pour l'instant, on verra ce que ça donne. Donc, du coup, on renouvellera ces informations. Et à la fin de ce guide, on fera une partie un peu qui reprend ce qu'on dit, et qui donne de la cohérence aux missions de l'UNAFO en partenariat avec l'ODTI sur les démarches précontentieuses, sur le fonctionnement finalement des différentes instances au niveau de la justice. Donc du coup, ce guide, il paraîtra donc début 2021, premier trimestre. Je vous invite à aller le consulter, on vous en informera. Et c'est le départ quand même d'un socle de connaissances communes pour faciliter vos interventions. Je fais coucou à tous ceux qui nous ont rejoints. Je suis contente de vous voir quand même, ça fait du bien, même si c'est pas pour de vrai. Et j'aimerais bien, comme pour les autres temps d'échange qu'on a animés avec Pauline, que ce soit vivant. Alors je vous invite vraiment à ne pas avoir honte, ne pas forcément utiliser le chat, mais lever la main. Dans cette première présentation de l'offre de service, est-ce que vous avez des questions ? Là, c'est une présentation un peu basique de ce qu'on fait, de la cohérence qu'on essaie de donner à cette action d'effectivité des droits. S'il n'y a pas de questions sur cette offre de service, d'emblée, on peut prendre des questions sur vos préoccupations au quotidien. Vous pouvez lever la main, je prendrai 2-3 questions et ensuite Nadège Robin, donc qui est juriste à l'ODTI, et Elias Bouanani, qui est responsable du service juridique. On répondra collectivement ou on tentera collectivement de répondre à vos questions. Pour l'instant, est-ce qu'il y a des questions un peu sur cette présentation ? J'en vois pas. Pauline, tu vois des mains levées ? Non. Donc voilà, si vous avez maintenant des questions sur des cas auxquels vous êtes confrontés, où vous n'auriez pas pu utiliser les ressources de l'UNAFO, je vois une petite main se lever. C'est Rick, Wert, Sébastien. Vous pouvez prendre la parole et ouvrir votre micro si vous voulez. Oui, bonjour. Je profitais du coup de parler en premier pour. Je sais pas si tout le monde, enfin si vous m'entendez en tout cas. Oui, très bien. Donc par rapport à la situation d'un résident il y a eu vraiment une rupture d'accès aux droits concernant l'aide au logement. En lien avec comme beaucoup de jeunes un renouvellement de titre de séjour. La CAF a bloqué, a suspendu son aide au logement au motif que son titre de séjour expirait. Il y avait une demande de renouvellement en cours. Et c'est un jeune qui n'a pas pu obtenir de récépissé, en tout cas pendant 4 mois, puisque la préfecture attendait la validation de son contrat d'apprentissage par la Chambre du commerce et de l'industrie. Donc dès qu'il a obtenu son contrat d'apprentissage validé, on l'a transmis en préfecture. Ensuite, il a du coup récupéré un récépissé. Et dans l'intervalle, il s'est retrouvé, donc on a renvoyé le récépissé à la CAF. Et donc ses droits ont réouvert en janvier. Mais entre septembre et décembre, la CAF n'a pas régularisé son aide de logement, qui était quand même, qui s'élevait quand même à 370 € mensuels.
Donc vous imaginez la dette, la dette de loyer qu'il a creusée à ce moment-là, et la difficulté dans laquelle on se retrouve aujourd'hui pour l'apurer. Voilà, bah, je voulais mettre en lumière ce type de rupture de droit et puis voir qu'est-ce qui était envisageable dans ce genre de situation. Alors merci, on va y répondre parce que c'est des questions en plus qui ont été déjà évoquées, notamment pendant la crise sanitaire, ces ruptures de droit, du fait de la difficulté d'obtenir le récépissé, le renouvellement de titre de séjour. Donc je retiens la question, les juristes aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme ça, on en prend 2, 3 et on y répond. Je vois une main se lever, mais c'est une main physique. Nathalie Berthe, bienvenue à toi. On écoute ta question. Oui, une question. Nous avons été amenés l'année dernière, il y a 1 an à peu près, à avoir un contrôle massif de la CAF et de la CARSAT sur une de nos résidences. Et du coup, on se retrouve avec des personnes âgées qui ont des grosses dettes maintenant à devoir à la CARSAT et à la CAF, donc rupture de droit et tout ce que vous voulez. Et je voulais savoir sur combien d'années la CARSAT et la CAF peuvent-ils faire ce contrôle? Sur combien de temps ils peuvent se permettre de réclamer une certaine somme à ces personnes âgées? Alors peut-être pour les gens qui imaginent pas ce que la question que tu poses recouvre, j'imagine que c'est des contrôles sur la condition de résidence par rapport à l'ASPA et l'APL. Là, on est sur des personnes âgées qui touchent l'ASPA et du coup, ils ont fait un contrôle. On a vu arriver 16 contrôleurs pour vous donner un peu l'ambiance à 8 heures du matin, donc 8 de la CARSAT et 8 de la CAF, à taper à toutes les portes de la résidence. Donc, ça a été un contrôle massif. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en voir les conséquences assez graves pour certains résidents, dont certains font le choix de retourner au pays, d'autres ne le peuvent pas. Donc, je sais qu'il y a notre gestionnaire social qui est qui est parmi, qui écoute là et qui pourra peut-être, si elle le souhaite, intervenir pour certaines situations. Ok, donc là, c'est contrôle de résidence pour des personnes âgées immigrées, j'imagine. Donc l'histoire des 6 mois plus 1 jour, rupture de droit, CARSAT-CAF. Ok, c'est noté. J'en prends encore une par ordre d'arrivée. Focas Nayonon, s'il vous plaît, vous pouvez prendre la parole. Pour ceux qui l'ont prise, n'oubliez pas de fermer vos micros. Merci. On vous écoute, Focas. Bonjour, Focas Ayanon, chargé de mission au foyer jeune Hôpital Metz. Nous accompagnons plusieurs jeunes travailleurs et d'autres qui sont travaillés. Et moi, de jeunes donc ils ont de séjour et qui ont fait une demande de renouvellement dans le cadre de séjour et qu'à cause du coronavirus, les délais de traitement sont longs à la préfecture et on assiste à un phénomène de droit par rapport aux ailleurs, donc et de retour à l'emploi. Du coup, les jeunes se trouvent en grande précarité, par rapport aux qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent pas bénéficier des APL et qui ne peuvent pas non plus continuer à être inscrits à la mission ni de percevoir des opportunités pour l'emploi. Et là, on voit que ces jeunes restent sans ressources et ils sont en très grande précarité. Alors, ça reprend, monsieur, la question que vous partagez, la première question d'un intervenant, effectivement, rupture de droit dans un contexte de coronavirus à cause du renouvellement de la carte de séjour. Donc, c'est la même question, l'impact, finalement, du non-renouvellement du titre de séjour. On a les contrôles. Je prends une dernière question et on y répond. Cléro Christi, est-ce que vous voulez bien prendre la parole? Focas, oui, si vous voulez bien fermer votre micro. Bonjour, madame. Non, on s'interroge par rapport aux appels notamment et aux ruptures d'AH. On a eu le cas sur 2 résidents en fait pendant le confinement, donc ça a été d'autant plus compliqué.
de rupture d'AAH au profit d'éventuels ASI ou pensions d'invalidité. Donc, c'est des résidents qui se sont retrouvés sans aucune ressource du jour au lendemain, le temps que les dossiers se fassent. Et on s'est aperçu qu'en fait, si on avait une mise en place d'ASI ou de pension d'invalidité, on avait une complète rupture des APL derrière. Et c'est le cas aussi sur des retraités qui ont des très faibles retraites, ou s'ils se retrouvent avec des APL qui sont minimes, voire complètement nuls. Et donc, Ok. voilà, on se questionne par rapport à ça et le pourquoi du comment par rapport à la CAF et leur barème de prestations. Ok, donc on va vous répondre. Alors, j'imagine que c'était quand même assez explicite, hein. On est vraiment sur des questions très précises, donc c'était marqué sur la présentation de l'atelier. Donc, on va y aller maintenant. Nadège, Oui. par rapport d'abord aux deux premières questions qui sont semblables, hein, les deux interventions sur renouvellement de carte de séjour non effectuée par la préfecture, conséquences de rupture de droit, APL et compagnie. Alors, on t'écoute, Nadège, merci. donc déjà bonjour à toutes et à tous, hein. S'agissant donc de ces ruptures de droit, il y a plusieurs choses à voir en fait. La première chose, c'est la fin de validité, que ce soit du titre du séjour ou du récépissé. Est-ce qu'elle a eu lieu entre le 15 mars et le 15 juin? Parce qu'il faut faire attention à l'ordonnance d'urgence sanitaire du 22 avril 2020 qui prolongeait les droits pendant 6 mois. Alors nous, en Isère, on a eu des ruptures de droit par les CAF malgré cette ordonnance, et il a suffi de leur rappeler donc le contenu de cette ordonnance pour que les droits reprennent de manière rétroactive. Donc ça, c'est une première chose à vérifier. Si tel n'est pas le cas, deux possibilités pour obtenir le rétroactif. Est-ce que les personnes ont bien gardé tout ce qui était convocation en vue de faire renouveler leur titre de séjour ou leur récépissé? Est-ce que des récépissés leur ont été accordés, auquel cas ils peuvent demander le rétroactif en appui de ces documents? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut faire valoir différentes décisions de justice qu'on vous fera passer, qui ont été rendues pour le RSA, notamment la condition des 5 ans, où il est dit que le temps d'instruction des titres de séjour qui peuvent couper cette durée de 5 ans continue doit être prise en compte. Et donc, on peut transférer cette jurisprudence en la matière. Et puis surtout, il y a bien un principe de continuité du service public, hein, malgré la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui. Et il est possible alors d'aller sur les recours qu'on vous avait transmis, s'agissant de demander à la préfecture pour les délais anormalement longs causant différents préjudices, dans le cadre d'un recours indemnitaire, dire par exemple, lorsqu'il y a eu une rupture de droit APL, la chiffrer, et donc demander dans le cadre d'un recours indemnitaire la somme correspondant auprès de la préfecture notamment. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'au niveau de cette crise, le principe de continuité du service public est quand même largement bafoué. Les délais d'instruction sont anormalement longs et effectivement, il peut y avoir des préjudices financiers et moraux chiffrables qui peuvent faire l'objet d'un recours indemnitaire auprès de la préfecture, en sachant que dans un premier temps, si la préfecture refuse l'indemnisation, il est ensuite possible, sous aide juridictionnelle, avec un avocat ou sans, hein, de saisir le tribunal administratif de ce qu'on appelle un référé provision, dans l'attente après d'avoir une indemnisation correspondante totale. Donc voilà, il y a des solutions. Donc, mais en premier lieu déjà bien vérifier la fin de validité du titre. Il y a tout cet ensemble de points qu'on peut utiliser pour obtenir le rétroactif. Alors, pardon, hein, Nada, juste par rapport à ça, pour compléter de manière très opérationnelle, il y a la lettre sur le recours indemnitaire, la lettre type, que vous pouvez télécharger sur le site internet. Mais avant, ce que disait Nadège par rapport à cette circulaire du 22 avril 2020 par rapport à l'exceptionnalité de la situation du coronavirus, on avait fait un compte rendu qui est disponible mais que je pourrais vous renvoyer de toute façon dans un package où on dit que si c'est entre le 15 mars et le 15 juin, il y a une extension pendant 6 mois de la possibilité. Donc les textes qu'a évoqués Nadège, ils sont notés soit dans le compte rendu, soit téléchargeables sur le site internet de l'UNAFO, mais à la limite, on pourra tout remettre à 16 heures puisqu'on le fait pour tous les ateliers pour que vous puissiez l'utiliser.
La lettre type, c'est un copier-coller à faire. Voilà, c'était juste pour que ce soit très concret. Alors ensuite, pour répondre à la deuxième question, donc des contrôles en vague de la CARSAT ou autre, bon, effectivement, en termes de légitimité, ces contrôles sont possibles. Après, dans la manière dont ils sont effectués, les résidents, notamment d'une même résidence ou d'un même foyer, peuvent déposer plainte s'ils se sentent discriminés, mais souvent ils ne le font pas. Donc, il faut surtout agir sur l'indu. Alors, la question posée sur la durée, sur le temps en tout cas de sanction des prestations, c'est 2 ans quand la fraude n'est pas rapportée. Ça veut dire que la CAF, par exemple, ou la CARSAT peut demander un indu sur l'équivalent de 2 années versées si la fraude n'est pas rapportée. En revanche, si la fraude est rapportée, il n'y a pas de délai particulier pour demander la somme correspondant à un indu sur des prestations indûment versées. Maintenant, il faut faire déjà dans un premier temps tomber la notion de fraude. Donc la notion de fraude, savoir si effectivement il y a eu un transfert de résidence qui n'a pas été fait, rétablir la notion de résidence effective et permanente qui peut se faire soit par le séjour habituel, les plus de 183 jours par an de présence en France, soit aussi sur le faisceau d'indices, lorsque la personne a une carte de séjour, lorsque elle a sa retraite du régime général servie par la France, lorsqu'elle a des comptes bancaires en France, elle a bien ses intérêts économiques en France et du coup, elle répond bien à la notion de résidence effective et permanente en France, même si elle a dépassé les plus de 183 jours par an. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas de fraude en matière d'ASPA, comme on l'avait dit, il n'y a pas d'indu. D'accord? Ça veut dire que souvent, il y a une notification d'indu, mais doit suivre une autre notification par la CARSAT, comme quoi, en matière d'ASPA, il n'y a pas d'indu. Et c'est l'article L815-11 du Code de la Sécurité sociale qui le prévoit. Donc, il y a peut-être un autre truc, Nadège, qu'ils ont aussi comme ressource et qui fonctionne, parce que parfois on vous dit de faire des démarches précontentieuses, mais qui vous lance dans un processus très long. Ce qui fonctionne bien, c'est de dire que quand il n'y a pas intentionnalité de la part de la personne, on ne peut pas prouver qu'il y a fraude. J'explicite si c'est pas clair, c'est-à-dire que comme ils pourront pas prouver que la personne âgée immigrée, en l'occurrence, le cas dont tu parles, elle a vraiment fraudé intentionnellement, on peut pas leur demander des indus pour fraude. Et ça marche. Je l'ai vérifié en Nord-Pas-de-Calais, etc. C'est un argument et elle est dans la lettre type très explicitée. Ça s'appuie sur des textes législatifs. Du coup, ça fonctionne. En gros, ils vont pas demander les indus. Ils n'en ont pas la possibilité parce qu'il faudrait démontrer que cette fraude est intentionnelle. Et cette qualité intentionnelle a été confortée par 2 décisions du Conseil d'État de 2017. Donc, il est important de les mettre en avant. Un des conseils aussi que nous pouvons vous donner, être très vigilant là-dessus, c'est-à-dire que face à un indu, souvent, le premier automatisme qu'on a, c'est de faire une demande soit d'échéancier le plus large possible, soit une remise gracieuse, partielle ou totale de la dette. Et ça veut dire que faire cette démarche, c'est reconnaître l'indu. Et donc ça se fait vraiment en dernier lieu, c'est-à-dire lorsque effectivement les différents recours sur la notion de résidence, etc., n'ont pas fonctionné. Voilà, là il faut vraiment être vigilant là-dessus parce que du coup, ça peut entraîner le blocage complet d'un dossier. Autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que si de cet indu il ressort une carence de l'administration qui notifie l'indu, comme des délais d'instruction anormalement longs ou l'octroi d'un droit alors même que la personne n'y avait pas droit, il y a aussi un système qui fonctionne très très bien, c'est celui qu'on appelle le système de compensation, c'est-à-dire que face à une telle carence, on demande par courrier recommandé dans un premier temps autant de dommages et intérêts que de dettes, puisque effectivement l'indu est souvent colossal et entraîne un vrai préjudice financier. Donc pareil, on a la lettre. Donc voilà. Site internet unafo.org, vous allez sur lettre type. En général, il y a des titres assez explicites. Vous téléchargez. Comme vous êtes adhérent, vous avez accès à ces ressources. La question que je peux, Elias Buonanni en fait, donc de l'ODTI.
que je peux peut-être envoyer à la collègue de Marseille. Est-ce que les personnes ont fait l'ensemble des démarches de contestation? Parce que vous dites qu'il y en a qui sont partis dans la nature, ce qui est totalement compréhensible. Mais est-ce qu'il y a eu une démarche peut-être collective visant à faire valoir les droits des gens? Alors, malheureusement, j'ai Madame Lorenzo qui est en charge ces dossiers-là, qui n'arrive pas à avoir le son, malheureusement. Alors, je sais pas, je pense pas parce que en fait, les courriers commencent à arriver seulement maintenant. Et du coup, elle aurait été plus à même de vous donner Oui, ces oui, je comprends. précisions-là, quoi. Donc, je sais qu'aujourd'hui, on se retrouve, le constat qu'on fait, c'est que certains ne sont pas revenus vers nous avec les courriers qu'ils ont reçus. Et du coup, on s'est rendu compte que ça allait pas parce que physiquement, on les a vus maigrir et qu'on se retrouve avec des personnes âgées qui ne mangent plus. Donc, je veux dire, la situation, elle est vraiment très inquiétante pour certains cas. Donc là, on résout vraiment, on essaye de traiter déjà l'alimentaire dans les plus brefs délais et il faut qu'on s'attaque vraiment à l'aspect administratif et de réouverture des droits très rapidement. Donc là, j'ai pas assez d'éléments à vous donner, mais je pense on va essayer de vous appeler pour Oui, certaines très bien. situations complexes qui nous dépassent un petit peu aujourd'hui, quoi. Ok, alors il faut pas oublier la question, mais je sais que tu l'as pas Sur la oubliée, hache. hein, sur la hache. Mais du coup, Oui. Clairo, Christy, elle m'écrit en off sur le chat et elle me dit, je voudrais en rajouter. Alors je vais lui Alors, redonner la parole. Peut-être que Nadège répond d'abord à sa première question et je pense qu'après elle voulait amener d'autres précisions. alors, la première question, donc, de ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, il y a une APL diminuée quand on est en pension d'invalidité plus allocation spéciale d'invalidité ou lorsqu'on est en AH. Alors là, par contre, au niveau des barèmes, bon, ils sont fixés par les textes. Il n'y a pas grand-chose à faire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, en fonction du changement de statut de la personne, quand elle est en âge, quand elle est retraitée, quand elle est pensionnée d'invalidité, les barèmes ne sont pas les mêmes. Alors, éventuellement, peut-être faire un courrier interrogatif à la CAF pour demander que vous soient adressés les textes relatifs au barème pour savoir si effectivement il y a eu des modifications et qu'est-ce qui légitime ces modifications. Ça peut entraîner du coup une prise de conscience et une régularisation de dossier. Et puis peut-être aussi, puisque les situations d'handicap sont les mêmes, quelle que soit l'indemnisation, faire un courrier au défenseur des droits pour lever au final la discrimination liée au type de handicap et de prestations versées. En sachant que, enfin, je veux pas être pessimiste, mais quand un barème il est noté sur servicepublic.fr, on peut faire du lobbying. C'est le rôle de l'UNAFO, peut-être de prendre en considération ses préoccupations et en essayant de construire un argumentaire, mais sans vouloir être très pessimiste. Quand le barème des prestations est défini, on a peu de marge de manœuvre. Madame Clairo, si vous voulez préciser votre question, vous aviez demandé la parole aussi, peut-être? Vous pouvez la prendre. Oui, alors c'est pas par rapport au même sujet, pour le coup, c'est un autre sujet, mais qu'on pourra peut-être aborder à la fin, mais qu'on souhaitait mettre en place maintenant. On a beaucoup de résidents qui sont en demande de curatelle. Et on s'est aperçu qu'en fait, en 10 ans de temps, le délai de traitement des dossiers était très, très long, de plus en plus long. Et le problème qui se pose, c'est qu'on a des résidents qui se retrouvent dans des postures budgétaires très compliquées. Leur budget est complètement mis à mal. Donc nous, on change de rôle parce que ils nous sollicitent donc sur l'accompagnement administratif entre autres, mais aussi sur l'accompagnement budgétaire. Donc, on a une relation qui est complètement différente avec nos résidents parce qu'on s'immisce de plus en plus sur leur vie privée et personnelle. Donc, ils perdent de l'autonomie et face à ça, on est assez démunis. On ne sait pas s'il y a des solutions et des recours éventuels par rapport à des droits sociaux de secours ou autres, en fait. Alors, simplement, moi, ce qui me vient à l'esprit dans ce que vous dites,
faut faire attention. Le juge des tutelles peut pas être saisi systématiquement pour toute situation liée au budget. Hein. Il peut y avoir, par exemple, des travailleurs sociaux spécialisés dans le soutien à l'aide budgétaire qui peuvent permettre de régulariser les choses. Ça a déjà été fait en amont, ça, ces propositions, avant la curatelle. Le problème, c'est que nous, on est du Loir-et-Cher, et maintenant, une réponse pour une curatelle, ça peut être d'1 an et demi à 2 ans. Et du coup, des problèmes budgétaires et aussi administratifs, ça part dans tous les sens. Et alors, déjà qu'un résident fait la demande, c'est très rare. Et du coup, il nous demande de l'aider, mais on rentre presque dans une posture de curatelle. C'est-à-dire que finalement, par rapport à la non-réponse du service public, vous vous substituez à cette mission du service public comme pour d'autres prestations. Alors, si je peux répondre sur voilà, sur cette observation, effectivement, donc ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est juge des tutelles, curatelle, ce sont des juges en fait qui sont mobiles. Donc, ils sont souvent en déplacement, ils ne sont pas fixes, ce qui entraîne effectivement donc des délais d'instruction très longs. Hein. Alors, hormis le fait de les relancer régulièrement, en précisant effectivement que de ce fait, vous prenez des fonctions qui ne sont pas les vôtres et qui risquent par peut-être un manque de connaissances, hein, de porter au final préjudice aux résidents, que ça devient urgent effectivement que la décision soit rendue, pour permettre aux juges vraiment de se focaliser sur tel ou tel dossier, de prioriser tel ou tel dossier. Malheureusement, il n'y aura pas grand-chose à faire. Là-dessus, on est un petit peu coincé. Ça concerne aussi beaucoup de dossiers où les parents d'enfants qui sont âgés sont placés à l'EHPAD, où les parents n'arrivent plus à financer l'EHPAD. Ils demandent des habilitations familiales ou des mesures de tutelle ou curatelle pour pouvoir au moins vendre un bien immobilier quand il en existe un. Le problème, on fait face à la même chose. C'est des délais de décision très très longs, avec du coup des offres d'achat qui passent de côté. Donc voilà, on a tous effectivement, on fait face à ces délais extrêmement longs, mais on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est essayer de faire un peu le tampon pendant un certain temps, mais par contre sans hésiter, relancer. Alors souvent par mail, les juges des tutelles, vous avez des adresses mail, il faut téléphoner au tribunal judiciaire territorialement compétent, dont dépend le juge des tutelles, pour qu'il puisse vous donner l'adresse mail spécifique de la tutelle. Et puis, alors là, ne pas hésiter à relancer. Ça sera la seule chose. On est un peu sur les mêmes préoccupations d'ailleurs que vous évoquiez aussi pour les barèmes, c'est-à-dire qu'on est face à soit de l'incohérence dans la définition des barèmes, soit une faiblesse des moyens finalement de la justice pour opérer sur les territoires. On pourra nous le faire remonter à l'UNAFO dans une espèce de plaidoyer sur l'accès aux droits sociaux effectifs des gens qu'on accueille et qu'on loge, mais on est face à finalement les limites d'un service public sur ces questions et sur d'autres, comme quand on fait une demande de... Ouais. Et juste, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que depuis la crise sanitaire, même si effectivement la justice dit qu'elle continue son travail, que les audiences continuent, seules les affaires familiales sont privilégiées. Les autres, aujourd'hui, connaissent des délais d'audiencement très très longs qui peuvent aller jusqu'à 2 ans. Nous, on a des dossiers qui ont été déposés en 2018 qui seront audiencés en 2021. Donc voilà un peu aujourd'hui la situation dans laquelle on se retrouve au niveau judiciaire. Juste pour terminer également, Madame, vous avez bien saisi le procureur de la République au préalable? Non, pas du tout. Oui. Nous, on a saisi le procureur quand c'est pas leur demande, mais quand c'est leur demande, on passe pas par le procureur, bien sûr. Normalement, c'est une obligation désormais. Ah bon? Tout ce qui est demande de tutelle, le procureur doit en être informé, surtout si vous avez un lien. Vous êtes gestionnaire. Oui, tout à fait. Donc, d'une certaine manière, il y a une espèce de lien d'argent entre vous. D'accord. Donc, Oui, il faut mieux passer effectivement par le procureur de la République, par ce filtre qui, lui, effectivement, va caractériser l'urgence de la demande. Dans tous les cas, que ce soit la demande du résident ou à la nôtre. Ouais.
Ouais, systématiquement parce que vous risquez d'être renvoyé vers le procureur au préalable. Donc faites vraiment cette démarche-là. Ok. Le, Pardon? le problème, je trouve, on est là depuis 2007 sur le Loir-et-Cher. En 2007, quand on faisait des dossiers de curatelle, ça prenait 6 mois. Et j'ai l'impression, le constat qu'on a fait entre pensions de famille sur le département, c'est on était pris, les demandes étaient prises plus vite parce que c'est des demandes qui étaient faites dans des foyers, dans des pensions de famille. Et aujourd'hui, on n'est plus dans l'urgence, on n'est plus en haut du tas de demandes de curatelle. En Isère, c'est pareil, hein. Ouais. On est dans le même constat. C'est un partage malheureux, on va dire, de la faiblesse de la présence des services publics dans tous les territoires. Hein. Là, vous le partagez en commun et des délais d'attente faramineux. Oui. Absolument. Ouais. Alors attendez, parce qu'on me chatte et tout, c'est un truc de fou, c'est pire en fait quand c'est en web que dans la vraie vie. Alors je suis sursollicitée, mais je joue toujours. Le premier arrivé, le premier servi, on va dire une réponse chronologique. On a fait le petit tour des mains levées, mais je vois Phocas, que vous voulez encore lever la main, Phocas? Vous avez quelque chose à nous dire? Ou est-ce que c'est juste parce que vous n'avez plus baissé votre main? Il est parti, il m'entend pas. Allô, ici la galaxie. Il a dû enlever sa main, je le vois plus. Alors maintenant, j'ai quand même une question ou une réaction que je vais partager avec vous en live sur le chat. Bonjour, me dit-on. Bonjour, monsieur ou madame Defer. Bonjour, dans le Finistère, la CAF nous a demandé de faire signer aux résidents une note d'information, je la connais celle-là, leur expliquant les conséquences s'ils quittaient le pays plus de 122 jours. De même, la CARSAT a fait une information collective pour les 6 mois obligatoires de présence sur le territoire. Avec la crise, on a mis en place avec la préfecture un fichier de renouvellement de titre de séjour. Je rejoins l'intervention qu'on vient de faire en disant que nous avons une place centrale dans l'aide aux démarches administratives des résidences et qu'elle va au-delà de nos missions. Bon, donc du coup, c'est plus une réaction qui vient faire écho, parce que je pense l'avoir compris, sur les fameux 6 mois plus 1 jour imposés par la CARSAT sur les prestations par rapport à la condition de résidence effective et permanente dont parlait Nathalie Berthe. Et oui, on dépasse un peu les missions de la médiation sociale. C'est peut-être pour ça qu'il faut savoir les connaître et savoir ensuite orienter quand on peut plus et qu'on n'en est plus dans une démarche de précontentieuse. Mais par rapport à ces 6 mois plus 1 jour, il y a une réponse quand même qui a été donnée sur l'intentionnalité de la fraude, sur le faisceau d'indices et pas forcément de manière très rigide les 6 mois plus 1 jour. Donc voilà, je vais partager avec vous. Merci monsieur ou madame. Alors, je voudrais juste, Sylvie, je voudrais juste répondre à cette remarque. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que effectivement, on a un flot d'informations justement sur cette notion de résidence effective et permanente, parce que les administrations ont été mises un petit peu au pied du mur lorsque des avocats, des juristes ont organisé des recours pour défaut d'information entraînant l'annulation de l'indu demandé, notamment défaut d'information qui pouvait toucher des notions de résidence effective et permanente par le nombre de jours de présence en France exigés différents de ceux exigés, par exemple, pour les prestations santé. Hein. Un coup, c'est plus de 183 jours. Un coup, on doit pas s'absenter plus de 92 jours. Un coup, on doit occuper le logement au moins 8 mois par an, etc. Et il y a un vrai défaut d'information là-dessus. Donc là, les administrations sont en train de se protéger en disant, voilà, l'information a été donnée, etc. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que cette notion de 183 jours, c'est quelque part une notion qui doit être visée en second lieu. C'est-à-dire que chaque administration, avant de dire que la personne, elle répond pas à la condition de résidence effective et permanente, et du coup, avant de suspendre ou d'arrêter les droits, doit tout d'abord vérifier la notion de foyer permanent. C'est cette première notion qui doit être vérifiée avant même les plus de 183 jours.
c'est-à-dire ses intérêts économiques que la personne a en France, ou le suivi des soins réguliers qu'elle a en France. Et du coup, au-delà de l'information donnée, finalement, cette information n'est pas complète et ne soldera pas les recours pour défaut d'information. Alors peut-être pour précision, Nadège et tout ça, je sais qu'on le dit, je sais qu'on a notre lettre type qui dit qu'effectivement il faut déjà voir le foyer permanent, que la Bible et le dogme, c'est pas les 6 mois plus un jour. Mais dans la vraie vie, c'est pas tellement entendable, mais peut-être qu'à force de refaire ces lettres que vous enverrez, on sera entendu. Mais je vous le dis quand même, il faut aller la télécharger, il faut l'envoyer, mais on n'arrive pas à avoir gain de cause. Et sur le défaut d'information, c'est un peu l'idée de se barricader en disant maintenant nul n'est censé ignorer la loi parce qu'on vous avait fait une petite intervention dans les foyers ou les résidences sociales où on vous a fait une petite plaquette et on vous l'a transmis. J'ai une question d'une personne qui n'arrive pas à faire fonctionner son micro. C'est les aléas du direct. C'est Séverine et elle me dit que des trucs tristes. L'un de nos résidents a fait une demande en 2017 pour l'ASPA. Monsieur a reçu un motif de refus, un refus pour le motif, je cite, marié à 2 femmes. Il est polygame. C'est là où on ne nous l'avait pas fait encore. Hein. C'est nouveau. Est-ce qu'il y a des démarches possibles, me demande-t-elle, Séverine? Bien sûr, c'est un motif qui n'est pas valable à partir du moment où la polygamie est acceptée entre tel et tel ressortissant. Donc, à ce moment-là, la CARSAT doit prendre en considération un foyer couple et calculer les droits à l'ASPA en fonction de ce foyer couple. Il est clair que si cette polygamie se passe en France, où là, effectivement, les 2 épouses sont présentes sur le territoire et que du coup, en France, la polygamie est interdite, bien entendu qu'on peut comprendre le motif et encore, à ce moment-là, calculer l'ASPA pour une personne seule, soit il dépasse le plafond personne seule ou pas, mais on peut pas rentrer ou s'immiscer dans la vie privée des personnes et en donner un motif de refus. Voilà, donc il y a ces 2 points à vérifier. Donc effectivement, il y a des possibilités soit de dire, bon ben voilà, la polygamie est viable pour tel ressortissant, donc vous calculez un plafond couple, soit elle n'est pas viable parce que ça se passe en France, etc. Et à ce moment-là, on les entraîne à appliquer un plafond personne seule, après voir s'il dépasse, et faire valoir la violation par ce motif de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur l'atteinte à la vie privée familiale. Alors elle me met, parce que c'est quand même en direct, on est mieux que France Inter les gars, les 2 épouses sont à l'étranger. Alors on n'a même pas l'idée que ce soit sur le territoire français, qu'on pourrait le contourner avec une aspect individuel. Non, mais là du coup il faut contester le motif. D'une part en disant qu'il viole l'article 8 donc de la convention dont j'ai parlé, et puis deuxièmement en disant que considérant la polygamie prévue par les textes pour telle nationalité, un plafond couple doit être pris en compte, point barre. Hein. Voilà. Donc, article 8 de la fameuse Convention européenne des droits de l'homme, qui dit qu'en gros, on a le droit à avoir une vie familiale. Vous pouvez trouver ça sur Internet, sur service public, mais l'article 8 de la CEDH. Et puis, du coup, comme c'est autorisé dans le pays d'origine, il peut demander son ASPA couple. J'avais juste une petite... Ah, pardon, Elias, vas-y. Juste simplement pour compléter. Moi j'invite l'intervenant social à envoyer un courrier, à demander à la personne qui gère ce dossier sur quel texte il se base pour refuser le droit. Je pense que ça, c'est une démarche importante. Sachant que la sécurité sociale, c'est très bien qu'il existe des conventions bilatérales de sécurité sociale. Donc, il suffit quand même de vérifier la nationalité de la personne qui demande. Alors, attention, s'il s'agit d'un ressortissant français, évidemment, la polygamie sera rédhibitoire. Mais s'il s'agit d'un ressortissant étranger pour qui la convention bilatérale prévoit la situation, eh ben là, on est dans un déni de droit. Et là, il faudra faire valoir, comme vous venez tous de le dire, il faudra entamer une procédure.
Alors, merci Elias. Et elle est contente, Séverine. Elle me met merci beaucoup avec un point d'exclamation. On vous en prie, on est là pour ça. J'ai une petite réflexion, mais ça on la connaît, mais on peut la partager. On peut continuer à partager que de dire que c'est Wisha qui me dit ça, ou Chen, que oui, c'est difficile d'avoir un rendez-vous à la préfecture et du coup, comme on n'arrive pas à avoir un rendez-vous à la préfecture, vous savez qu'il y a des pratiques comme tout et qu'il s'agit de payer le collègue d'à côté pour aller positionner un rendez-vous. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Moi, depuis que j'existe, à peu près, il y a des problèmes pour avoir des rendez-vous à la préfecture. Alors maintenant, de plus en plus, avec les délais qui s'allongent. Voilà, c'était plus un partage une réaction. Oui, Elias. Il n'y a pas de pratique harmonieuse sur tout le territoire national. Donc, est-ce que ce sont des rendez-vous qui sont pris sur Internet? Oui, oui. Des rendez-vous qui sont pris sur Internet, il y a des astuces. Nous, dans l'Isère, il faut prendre un rendez-vous entre minuit le dimanche soir et 5 heures du matin. Voilà, ça va vous faire rire, mais on obtient toujours un rendez-vous dans ces conditions-là. Il faut les connaître, ces astuces. Alors, vous allez me dire également, peut-être, qu'il existe des gens qui se sont spécialisés dans les rendez-vous, hein, qui, pour de l'argent, contre de l'argent, positionne, c'est ce que tu viens de dire. Hein. Ouais, c'est ça qu'elle me dit. On la connaît par cœur. Là, en plus, c'est un adhérent qui est dans l'Île-de-France, donc c'est ça. C'est-à-dire que pour avoir un rendez-vous, ça deal. Donc du coup, ça, c'est un peu comme pour le reste. Hein. On peut le constater, on peut le déplorer, on peut faire des rapports estampillés défenseurs des droits sur le fait qu'on n'arrive pas à avoir un rendez-vous en préfecture. On pourra le redire, mais à l'UNAFO encore moins qu'ailleurs, je crois qu'on a de la possibilité d'agir là-dessus. Alors après, ce qu'il est possible aussi de faire, parce que nous, face à ce problème qu'on rencontre en Isère, nous avions saisi le défenseur des droits, qui nous a pas répondu. Du coup, ce qu'on met en place, c'est que sur le site de chacune des préfectures, il y a effectivement la possibilité de prendre rendez-vous sur ce qu'on appelle des fiches sécurisées en cliquant sur la petite enveloppe en haut à droite à contact. Donc, c'est imprimer ces fiches sécurisées une fois qu'elles sont envoyées en vue de prendre un rendez-vous. Et au bout de 2-3, à ce moment-là, il est possible de saisir le tribunal administratif en référé pour qu'il enjoigne à la préfecture de fixer au moins un rendez-vous ou que le dossier puisse être déposé. Ça, c'est envisageable, d'autant que ce qu'il faut savoir, c'est que le Conseil d'État s'est positionné sur cette obligation numérique de prendre des rendez-vous, de voir les dossiers traités, en disant que la numérisation ne doit être que l'exception. Ça veut dire que normalement, tout doit se faire en présence des personnes et le numérique ne doit être que l'exception. Donc ça aussi, il faut pas hésiter à le mettre en avant. Donc nous, c'est la stratégie aujourd'hui qu'on met en place à l'ODTI, c'est-à-dire qu'on rassemble des justificatifs de prise de rendez-vous qui ne font pas suite et on entraîne les personnes avec un dossier d'aide juridictionnelle, hein, puisqu'on a un public démuni, de saisir le tribunal administratif en référé ou en procédure normale selon l'urgence de la situation. Souvent, quand vous avez des jeunes qui sont dans l'attente pour une intégration professionnelle, on est face à une situation d'urgence et à ce moment-là, faire enjoindre par ce biais-là le tribunal administratif qui donnera l'obligation à la préfecture au minimum de fixer un rendez-vous. C'est une procédure envisageable. Voilà. Ok. Je regarde un peu s'il y a des mains levées. J'en vois plus. Il nous reste, enfin on peut un petit peu dépasser, mais il nous reste, si vous voulez, un tout petit peu de temps, si vous avez d'autres questions. En attendant, par rapport à ce que vous évoquez, les ressources sont sur le site internet de l'UNAFO. N'oubliez pas ce qu'on a fait par rapport, on avait d'ailleurs fait une réunion un peu exceptionnelle par rapport à la situation du Covid. Donc tout ce qu'on vous a dit y est, soit sur les lettres types, soit sur les comptes rendus. Je fais ma maline maintenant parce que j'ai fait un texte sur la dématérialisation, c'est la merde, mais maintenant du coup je la maîtrise. Du coup, j'ai pas de réflexion sur le chat. Elle est en Île-de-France, Elias. Elle est dans le 93. D'accord. 9-3. Je répondais à une question d'Elias. Maintenant, c'est lui qui me chatte. Oui. Non, en fait, je chatais.
Je chattais à Houchen, en fait. Ah, et je me suis mêlée parce que je vois tout. C'est Big Brother. Bon, c'est dans l'air du temps, ça aussi. Donc, du coup, écoutez, je vois pas de main qui se lève. Je voulais remercier très chaleureusement de leurs compétences, de leur expertise, de ce partenariat qui dure depuis longtemps avec l'ODTI, dont je suis ravie, Elias et Nadège. Je vous souhaite une bonne journée à Grenoble. Pour les autres, tous les outils sont dans le site internet. Vous savez que je suis à votre disposition aussi sur ces questions-là. Et puis, bonne journée et à bientôt, sûrement, pour les journées qu'on met en place, pour les informations à prendre. Je vérifie en même temps. Je vois pas de main levée. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. On me dit merci beaucoup. Merci à Sylvie. tous. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.